Kairé à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons parler de sujets qui me sont très chers, puisque spécialité de recherche et de moi-même et de l'association Les Somatophilaques, on va parler de l'expérimentation gestuelle liée à d'autres domaines comme l'archéologie expérimentale, l'anthropologie du geste, l'observation participante, bref, tout un ensemble de sujets qui font que la reconstitution historique et l'histoire vivante peuvent participer à la recherche scientifique. Et pour parler de ce sujet, rien de mieux que cette saison estivale 2025, puisqu'au cœur du mois d'août va avoir lieu l'expérience hoplitique, une immense expérience scientifique sur la guerre dans le monde grec, organisée avec la chaîne de Sur le Champ. Et justement, on va parler dans cette vidéo de la méthode expérimentale appliquée à cette expérience dans le détail. Et pour commencer, je vais vous mettre en introduction une très ancienne vidéo que j'avais fait sur mon ancienne chaîne et qui vous permettra de comprendre ce qu'est l'expérimentation gestuelle. Bon visionnage! Alors, le sujet de la vidéo va porter sur l'expérimentation gestuelle et l'archéologie expérimentale. C'est ce que l'on m'a demandé dans la dernière vidéo. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur puisque c'est mon outil principal pour travailler dans mes recherches historiques et aussi en anthropologie. Et c'est pour ça que je vais pouvoir vous le partager avec assez d'aisance, tout en sachant que j'ai fait déjà des vidéos là-dessus et je vais vous en reparler d'ici peu. Alors, d'abord, on va un petit peu définir tout ça, l'archéologie expérimentale et l'expérimentation gestuelle. Alors, l'expérimentation gestuelle, c'est une méthode en fait. C'est une méthode, une démarche qui consiste à faire des expériences, soi-même ou avec des intervenants, des expériences par le corps, pour tester avec du matériel archéologique ou non, une gestuelle disparue. Pour comprendre cette dernière, donc c'est le geste qui est au centre de l'étude, pour la retrouver, voilà, et ensuite, après avoir fait ça, monter, en généralité, en tirer des conclusions pour la période que l'on étudie, voilà, ou le sujet que l'on étudie. Ça, c'est une méthode. Et l'expérimentation gestuelle a une place prépondérante au sein de ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale, qui est un autre plan, en fait. L'archéologie expérimentale, elle emploie l'expérimentation gestuelle, d'accord ? Mais elle, son centre d'étude, ce n'est pas le geste en lui-même, c'est la compréhension d'un objet. Ça reste de l'archéologie. Donc, comprendre un objet. Pourquoi les archéologues étudient les objets? Derrière, c'est pour comprendre l'histoire et les populations qui vivaient. Donc, les disciplines historiques, on l'a déjà dit dans la toute première vidéo de cette série Corona culturelle, tous ces milieux sont liés et ont comme objet d'étude, finalement, l'histoire, de manière générale, le passé. Donc, et la compréhension de ce dernier. Donc l'archéologie expérimentale, c'est un domaine qui a été mis en place surtout par des préhistoriens, notamment parce que ces derniers manquaient de sources, pas de texte, évidemment à l'époque préhistorique, très peu d'iconographie, lacunaire, partielle, donc voilà, et un peu de matériel archéologique, mais un peu. Et avec ce matériel archéologique, il faut le faire parler un maximum, et il faut aussi le comprendre comment il a été produit, comment il a évolué, comment il s'est brisé ou non. Et pour ce faire, l'expérience, la reproduction du matériel archéologique peut servir d'outil pour développer ensuite des thèses scientifiques. Voilà un peu en gros à quoi sert l'archéologie expérimentale. Alors les premiers en France à avoir fait ça, ce sont André Leroy-Gourhan et Sophie Archambault-Debonne, qui sont à la fois archéologues et anthropologues et qui ont travaillé énormément sur les époques préhistoriques. Et voilà, c'est leur méthode en gros qui a été reprise par la suite. Alors, dans les sciences humaines, les historiens notamment ont eu du mal à adopter cette démarche, notamment parce qu'ils avaient des textes, ils avaient aussi des sources iconographiques, beaucoup plus d'archéologie, donc ils en voyaient très peu l'utilité, mais on voit qu'à force de travailler sur les sources, quand on veut aller plus loin dans le sujet, plus loin dans la compréhension d'une civilisation, eh bien il faut s'ouvrir à des nouveaux champs d'études, à de nouvelles méthodes, et l'expérimentation gestuelle et l'archéologie expérimentale sont devenus des outils pour les historiens et pour les historiens de l'art. Donc,
c'est rentré progressivement et ça donnait de superbes études. Par exemple, la gladiature a énormément évolué. Notre vision qu'on a de la gladiature a grandement évolué grâce au travail du geste, via l'expérimentation gestuelle et l'archéologie expérimentale. Je citerai les travaux combinés conjoints de Brice Lopez et de Éric Tessier. Donc, je vous conseille leur ouvrage, ce qui porte sur la gladiature, ou encore, et puis après Acta qui continue ses travaux. Je vous conseille sinon Daniel Jacquet, voilà, qui a travaillé sur l'époque médiévale, le port d'armure, qui expérimente. Voilà, c'est un très bon chercheur. Il y en a plein d'autres, je ne vais pas tous les citer, mais sachez qu'il y a tout un courant de nouveaux historiens qui utilisent cette méthode, et notamment qui sont issus du milieu de l'histoire vivante et des AMHE. Alors, là, je ne vais pas parler des AMHE tout de suite, j'en reviens un petit peu plus tard, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, juste, je continue. Ce que je disais. À partir de... Qu'est-ce que je disais déjà? Petit bug. Ah oui, voilà. Et le problème, c'est que beaucoup re-questionnent cette méthode, notamment parce que ils disent que l'administration de la preuve dans le domaine de l'expérimentation est assez complexe parce que le chercheur est au centre de l'étude. C'est lui qui expérimente par son corps. Et donc, il va y mettre des biais. Il n'est donc pas objectif. Mais déjà, il faut savoir que quand on étudie un texte et qu'on produit sur lui, qu'on parle de lui, on n'est pas objectif. On met de l'affect, on met de la pensée, on met de l'intellect, on met du jeu. Même si on n'est pas du corps, on met du jeu par l'esprit. Voilà, donc on n'est jamais parfaitement objectif. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a des sciences, des domaines dans les sciences humaines, où l'intervention du jeu, de manière corporelle, est primordiale et à prouver son utilité. Je prends, par exemple, l'anthropologie. En anthropologie, notamment quand on étudie l'anthropologie du geste, l'anthropologie des fêtes, des loisirs, des sports ou autres, en anthropologie, l'anthropologue est au cœur de l'action. Généralement, surtout s'il est ethnologue avec ça, il va collecter les données, il est au cœur, et il y a une méthode en anthropologie qu'on appelle l'observation participante. Alors c'est Malinowski qui travaillait dans le Pacifique qui l'a mis en place. Cette observation participante, tout simplement, c'est le fait que l'observateur, l'anthropologue, est au sein de l'action et participe à cette dernière, et progressivement il prend place. Et il va avoir tout un aspect réflexif, c'est-à-dire il va réfléchir sur sa position au sein de l'étude, sur l'affect qu'il a porté, sur l'action qu'il a mis à l'intérieur, et il va évidemment prendre en compte tout ça dans son étude, mais ça va lui permettre de comprendre plein de choses. Et ça, il y en a plein d'anthropologues qui ont prouvé que ça a amené beaucoup de choses. André Leroi-Gourhan, je l'ai cité, Marcel Mauss, grand spécialiste de tout ça, monsieur David Le Breton, Kim Mi-ho, qui travaille sur les arts martiaux, Louis Vacan, et Michel Vial, Aix-en-Provence Université. Voilà, beaucoup de personnes qui ont travaillé via l'observation participante pour comprendre la gestuelle, le corps, les sports, les loisirs. Donc, on voit qu'en anthropologie, c'est une démarche qui a été rapidement admise parce que c'était un moyen d'accéder plus rapidement, plus simplement et plus en profondeur sur des populations, mieux les comprendre. Et pourquoi ne pas le faire en histoire? Et donc c'est cette méthode qui est réutilisée notamment pour faire une distanciation lorsqu'on expérimente en sciences humaines sur un sujet martial, artisanal, peu importe. Alors, il y a une méthode quand même à suivre, c'est ma méthode que moi j'applique, il y en a plusieurs, mais de manière générale c'est toujours un peu la même. D'abord, on part d'une étude, ça se divise en 5 points. 1, on part de l'étude des sources, de ce qu'on a. Texte, alors, je cherche les indicateurs textuels, permettant de me donner des indices. Comme je ne suis pas anthropologue, je ne peux pas aller observer directement les Grecs anciens, donc je suis obligé de voir les traces qu'ils nous ont laissées, les textes. Ensuite, j'ai les sources iconographiques, voilà, toutes les représentations, et enfin, les pièces archéologiques. Voilà. Donc ensuite, je vais passer à la deuxième phase, qui n'est pas forcément obligatoire si je travaille qu'avec le corps. C'est-à-dire que si je veux essayer de comprendre comment danser dans l'Antiquité, quoi qu'il faudrait le vêtement, mais bon, allez, comment on boxe dans l'Antiquité, sans utiliser les bandes ni rien, je peux travailler sans objet. Mais généralement, il est mieux de se vêtir, de porter les objets, parce que ça va un peu nous affecter d'un point de vue corporel. Donc, la deuxième étape, après l'étude des sources minutieuses, et la définition de notre sujet, puisque en fait, on fait des expérimentations gestuelles dans le cadre d'un sujet précis, on pose une question et on va chercher à y répondre. Donc, 1, étude de texte. 2, on va reproduire le plus identique possible les pièces archéologiques,
pour pouvoir les utiliser et qu'elles ne soient pas différentes des anciennes, pour qu'elles aient le même impact biomécanique sur nous-mêmes. Donc ça, c'est reproduction des objets, donc c'est l'aspect reconstitution historique, si vous voulez. Après, en 3, on a l'expérimentation en elle-même, donc faire l'expérience, alors la faire soi, la faire faire à quelqu'un, faire les deux, multiplier l'expérimentation plusieurs fois, se tromper, réessayer, persévérer, même si en fait on voit qu'on était dans une mauvaise hypothèse, et bien quand même persévérer, pour le faire 100 fois et rater 100 fois, et montrer que ben voilà, ça ne marche pas, donc un peu comme dans les sciences dures, hein, entre guillemets. Donc ça c'est la 3e étape, l'expérimentation en elle-même. 4, analyse des résultats. On ne va pas tout de suite commencer à déblatérer, on va, si possible, ça c'est le top du top, hein, filmer, garder des traces de toute cette expérience, puis mesurer, calculer, analyser, étudier toutes ces expériences, faire un retour sur notre expérimentation, essayer de comprendre ce qui a été fait, pour en tirer des données, et ensuite incorporer ces données dans notre recherche, et en 5, revenir aux sources, et les relire sous un nouvel œil, sous un nouvel angle. Parce que forcément, on a des nouvelles réponses, on a des nouveaux éléments, et très souvent, c'est un aller-retour. Alors on fait un cercle, et hop, et on revient, et on repart. Voilà, de manière incessante. Et progressivement, on progresse dans le domaine de la recherche. Donc c'est un cercle vertueux, si vous voulez. Donc voilà, 5 étapes. Donc ça, c'est un peu la méthode pour l'expérimentation gestuelle. Mais le problème, souvent, c'est que pour le faire, ça demande des moyens, reproduire les objets, ça demande du monde, si votre expérimentation concerne la guerre, donc il faut du monde pour faire la guerre, on ne peut pas le faire à deux, la guerre. Ça demande beaucoup de sens critique, d'analyse sur ce que l'on fait. On fait la guerre, d'accord, mais on ne peut pas se blesser, on ne peut pas se tuer, il faut de la sécurité. Et du coup, il faut prendre en compte le fait qu'il n'y a pas l'aspect moral, mental, ou alors on va essayer de simuler. Alors comment on peut essayer de le simuler? Bref, tout en sachant que ce sont des indicateurs qui, comme toute donnée en histoire, hein, ne sont pas vérité. Je cite, en l'occurrence, et là je l'emprunte complètement à Brice Lopez, je ne sais pas s'il le cite quelqu'un lui-même, mais je l'ai entendu beaucoup le dire, et j'aime beaucoup cette expression. En fait, l'expérimentation gestuelle et l'archéologie expérimentale servent surtout à réduire le champ des possibles. C'est-à-dire qu'il y a plein de possibilités, et en fait, en faisant l'expérience, on voit que ça c'est impossible, après avoir répété l'expérience, ça ne l'est pas, ou alors si ça ne l'est pas, si ça l'est, c'est que probablement il y a un truc qui nous a échappé, mais voilà, alors ça se fait pas comme ça, c'est sûr, et donc progressivement on réduit les possibilités sur notre questionnement pour arriver au plus proche, au plus probable, hein, pour répondre à notre question. Donc voilà un peu ce qu'est l'expérimentation gestuelle, mais du coup, comme je disais, il faut du sens critique et il faut du monde. Il faut du monde pour refaire tout ça, le matériel, et surtout, une expérience seule n'est pas valable. Il faut le faire plusieurs fois et la répéter avec des gens différents, des gens non entraînés, mais surtout avec des gens entraînés. Parce que faire un acte martial avec des personnes non expérimentées, juste une fois, il va falloir tout prendre, les bases de position, pour après la garde, pour ensuite enfin réussir à donner des coups, pour enfin répondre à la problématique qui est peut-être comment on se tue à tel endroit dans la phalange ou sur un champ de bataille, peu importe. Donc c'est très compliqué. Et il faut des gens entraînés. Et pour ça, il faut répéter l'expérience, il faut avoir une pratique physique régulière attachée à ça. C'est pour ça que l'archéologie expérimentale et l'expérimentation gestuelle, aujourd'hui, hein, le meilleur soutien pour les chercheurs, c'est l'histoire vivante. L'histoire vivante, voilà, c'est une démarche assez complexe qui allie reconstitution historique et arts martiaux historiques européens. Bien, je m'arrête là parce que l'ancienne vidéo, à partir de là, partait un petit peu dans tous les sens. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce qu'est justement l'histoire vivante, je vous invite à aller lire ce fameux article scientifique que j'avais publié lors d'une exposition au musée de l'Art antique. Et cet article, vous le trouverez en description sur notre site internet, Les Somatophylaques. Vous aurez aussi une vidéo que vous pouvez regarder ici. Donc cette vidéo, elle revient justement sur ce qu'est l'histoire vivante et la manière dont c'est apparu en France. L'article et la vidéo se complètent assez bien. Alors maintenant que vous savez ce qu'est l'expérimentation gestuelle en tant que méthode liée à un domaine qui est l'archéologie expérimentale et qui utilise l'histoire vivante comme moyen pour réussir à atteindre les moyens techniques et humains permettant de mettre en place ces expérimentations, on va parler justement d'une expérimentation qui va avoir lieu cet été, là dans quelques jours, quelques semaines, à partir du moment où là je tourne la vidéo et où je la diffuse. Et justement, cette expérience, c'est l'expérience hoplitique. Alors qu'est-ce que c'est déjà? C'est un projet qui a été mis en place en collaboration entre un historien
et un YouTuber. L'historien, il s'appelle Rémi Saou. C'est un historien qui a soutenu très récemment, en 2021, si je ne dis pas de bêtises, une thèse sur les modèles de la guerre grecque, violence, combat. Le titre exact, que je ne dise pas de bêtises, c'est les modèles grecs de la guerre, les violences et pratiques combattantes dans l'espace égéen entre le début du 4e et la fin du 1er siècle avant notre ère. L'autre protagoniste de cette affaire qui a lancé ce projet, c'est Quentin de la chaîne Sur le Champ. Je vous mets en lien sa chaîne YouTube, bien évidemment, et si vous voulez savoir un peu plus quel est son travail, on a fait sur cette chaîne une présentation justement de Quentin, où il vous explique que justement, il travaille sur l'histoire, principalement sur l'histoire martiale, et dans ce cadre-là, il a fait une collaboration il y a quelques temps avec Rémi Saou pour faire des vidéos sur la guerre dans le monde grec. Vidéo d'ailleurs que je vous recommande. Et après cette vidéo, lui-même a commencé à attaquer d'ailleurs une thèse, il se dirige dans le monde des historiens, et après cette vidéo, ils ont discuté ensemble et décidé de mettre un petit peu en branle un projet un peu fou, celui de mobiliser des personnes qui suivent sa chaîne en tant que bénévoles participants à l'expérience, et cette expérience devait répondre à des questions que Rémi Saou, au sein de sa thèse, se posait. Alors d'abord, on va partir de là. Quelle est la question que se pose Rémi Saou et quel est l'objectif de cette expérience hoplitique? Puisque je le rappelle, on l'a dit tout à l'heure, un protocole expérimental, il s'inscrit en 5 phases. Et la première de ces phases, c'est l'analyse des sources. Et cette analyse des sources, on ne la fait pas n'importe comment, on le fait en se posant justement une question. En l'occurrence, la thèse de Rémi Saou, qui est extrêmement complète et qui va, je crois, d'ici peu là aussi être publiée, donc un jour vous pourrez y avoir accès vous aussi, l'objectif de cette thèse, c'était de parler de la guerre dans le monde grec et de parler des violences combattantes. Or, au sein de sa thèse, il a mis en évidence, et ça c'est même quelque chose que j'ai personnellement découvert, alors que je travaille sur le milieu depuis très longtemps, il a mis en évidence que l'engagement massif d'hoplites face à face qui vient à un choc entre deux formations, ce modèle-là, qui a été mis en valeur par la plupart des historiens de l'histoire classique et hellénistique de la guerre, ce modèle-là est minoritaire au sein de tous les affrontements. Je passe tout son travail, qui est formidable d'ailleurs, sur la guerre d'escarmouche, la petite guerre, les raids, les coins de cavalerie, la guerre navale, pour parler uniquement des affrontements entre deux cités. Même au sein de ces affrontements, il y a un autre phénomène qu'il a mis en évidence, c'est que dans quasiment 70% des cas, et pour cela il n'a travaillé que par exemple avec les textes de Thucydide et de Xénophon, donc des textes sur lesquels je travaille essentiellement aussi, puisque ce sont des sources primaires d'excellente qualité, il a mis en évidence que dans plus de 70% des cas, l'effondrement d'un des deux camps avait lieu avant même le choc entre les deux formations. Cela signifie qu'en réalité, ce sur quoi par exemple moi j'ai travaillé énormément, c'est-à-dire le choc entre les formations et savoir si ça se fait fermé ou ouvert, s'il y a une recherche de choc ou un petit peu d'escrime, ça c'est pas le sujet ici de la vidéo, mais voilà, ça c'est sur ce quoi j'ai travaillé, cet aspect-là est minoritaire au sein même des grands affrontements, puisque l'impact psychologique et les déroutes et les phases de poursuite avaient une importance bien plus forte, d'autant plus que ces phases de poursuite qui avaient lieu immédiatement après l'effondrement d'un camp avaient forcément lieu aussi lorsque les deux camps avaient réussi à entrer en collision et qu'aucun des camps n'avait fui avant l'impact. Ça veut dire que finalement, dans le vécu de la guerre de ces hoplites grecs, de ces citoyens anciens, la phase de poursuite et de fuite était constitutive de leur expérience martiale, de leur vécu. Et c'est justement sur ce sujet qu'il voulait travailler. Or, dans ce cadre, si l'analyse des sources, qu'elles soient archéologiques, iconographiques ou textuelles, a permis à Rémi Saou de mettre en avant énormément de découvertes, il a aussi formulé beaucoup d'hypothèses. Vous savez, quand vous faites de la recherche, très souvent, vous apportez des réponses qui entraînent de nouvelles questions. Et parmi ces nouvelles questions, Rémi Saou a commencé à se poser une, essentielle, c'est de savoir d'abord dans quelle proportion il y avait des morts dans ces phases de poursuite, mais surtout, si ces hoplites savaient que cet effondrement probable allait arriver à un instant de l'affrontement, justement, quel est cet instant fatidique?
À partir de quel moment les Hoplites savent qu'ils se sont trop avancés face au camp adverse et qu'à partir de maintenant, s'ils se mettent à fuir, probablement, il y aura énormément de morts. Et justement, pour évaluer cela, les sources sont trop lacunaires pour parler exactement d'une distance. Et c'est là où arrive la méthode de l'archéologie expérimentale. Alors là, en l'occurrence, c'est pas tout l'ensemble de la méthode, c'est uniquement sa partie expérimentation gestuelle, parce qu'on se pose une question, c'est à quel moment cette fuite va devenir fatidique pour un camp. Et il y aura plusieurs questions évidemment dans cette question. En l'occurrence, combien de morts à partir de 20 mètres, combien de morts à partir de 10 mètres, est-ce que le camp perdant arrive facilement à s'enfuir s'il marche au pas ou s'il est lui-même en train de courir face à l'adversaire. Toutes ces questions, on va y répondre au fur et à mesure de l'expérience. Donc ça, c'était la première phase d'analyse qui a permis de mettre en avant une problématique et on passe à la seconde phase, la mobilisation des moyens humains et techniques. Alors, dans la mobilisation des moyens humains, Quentin, donc c'est là où intervient Quentin de la chaîne Sur le Champ, a décidé de faire appel à sa communauté. Étant vidéaste largement suivi, il s'est dit que s'il en parlait aux personnes qui le suivent, il y aurait très probablement des personnes intéressées pour participer à une expérience scientifique. Alors, ça c'était l'idée au départ, de mobiliser ces personnes-là pour participer à l'expérience. Mais venaient ensuite les moyens techniques. D'abord, en termes de moyens techniques, il y a des moyens financiers. Il fallait trouver un lieu, payer toutes les personnes qui travailleraient autour du projet pour son organisation, puis pour filmer, puis pour nourrir les participants. Il fallait voir aussi quel lieu on allait prendre. Était-il gratuit, payant? Tous ces aspects-là ont dû être mis en place bien en amont. Et c'est là où on voit qu'une expérience scientifique comme celle-ci n'a rien à voir avec de l'amateurisme. Ça se prépare largement en amont. On a des problématiques auxquelles on doit répondre et sur lesquelles on doit mobiliser des moyens financiers. Le choix qui a été fait ici a été d'un financement participatif, puisque les bénévoles qui participent à l'événement amènent eux aussi le financement à l'expérience. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, et c'est une immense réussite, c'est quasiment d'ailleurs, je pense que c'est unique, je ne l'ai jamais vu dans le milieu scientifique, puisque ce sont ce qu'on appelle les sujets de l'expérience, qui sont aussi les financiers. C'est-à-dire que sans les personnes qui suivent Quentin, cette expérience n'aurait pas pu avoir lieu. Je le dis d'ailleurs encore une fois ici, merci à vous. De plus, Quentin a eu l'idée de s'appuyer sur des troupes de reconstitution historique, des gens issus du milieu de l'histoire vivante qui ont une grande expérience, d'abord dans des événements mobilisant de nombreuses personnes, mais aussi dans la production du matériel nécessaire pour l'expérience, en l'occurrence les reconstituteurs qui travaillent sur la guerre dans le monde grec antique. En France, il n'y a pas 36 associations, il y a d'abord l'association Dikitoi, je vous mettrai en lien d'ailleurs leur chaîne YouTube qui est très intéressante. Cette association Dikitoi était leur premier contact, mais ce sont des gens qu'on fréquente, nous, avec l'association Somatophilac depuis de très nombreuses années, depuis d'ailleurs la fondation de notre association, donc depuis 2011, des gens qu'on connaît très bien, avec qui on apprécie travailler, et justement, ensemble, on a pu amener un petit peu notre expérience de reconstituteur historique, amener aussi des membres participants à l'expérience, déjà équipés et déjà expérimentés. Parce que, à partir de là, il fallait produire le matériel pour l'expérience. C'est ici qu'on identifie les biais qu'on peut avoir au sein d'une expérience comme celle-ci. Et il faut accepter ces biais. D'abord, le premier biais, c'est que nous ne sommes pas des Grecs de l'époque antique. Nous n'avons pas la même manière de nous déplacer, de vivre ou de penser. Et de plus, la situation dans laquelle nous allons être mis n'est pas une situation dans laquelle on engage notre vie. Donc on doit être conscient de ces biais-là pour pouvoir tirer des données utilisables au sein de notre recherche. Et justement, il a fallu rechercher des compromis. D'abord, au niveau de l'armement principal de l'Hoplite, qui est l'aspis coilé, donc ce bouclier rond circulaire à 2 accroches. On en a déjà largement parlé sur cette vidéo, sur cette chaîne YouTube, pardon. Pour ce bouclier, il a fallu faire des choix. Produire des boucliers reconstitués à l'identique comme à l'époque antique aurait coûté une fortune. Ce n'était donc pas envisageable. On est passé par des phases, et l'expérimentation, c'est toujours des phases de test. D'abord, une production de boucliers en carton, jugé peut-être trop léger, et donc ne ralentissant pas les fuyards lors de la course,
ce qui est un handicap, et on est passé sur des boucliers un peu plus lourds, environ 2,5-3 kg, ce qui se rapproche des 4,5 kg du bouclier grec, des boucliers en bois, plus solides, avec toujours les deux systèmes d'accroche, et faisant 80 cm de circonférence, ce qui approche de la taille du bouclier grec ancien. Donc, on a fait ce choix-là. Pour les protections, on considère que les intervenants ont des cnémides, donc les touches au niveau des jambes ne comptent pas, en tout cas en dessous des genoux, et il a fallu les armer pour qu'ils puissent s'assaillir. Et pour s'assaillir, ils ont dû décider, pour éviter toute forme de danger, de prendre des hampes en carton, quand même assez solides, hein, mais qui ne peuvent pas faire d'écharde ou d'éclats pouvant tuer quelqu'un en cas de bris de lance, et au bout, des blintes avec des frites de piscine. On a donc ici un simulateur qui permet de pouvoir porter des coups sans faire mal. Et énorme protection en plus, on a décidé de rajouter des lunettes de protection de haute catégorie. Ça, ce sont des facteurs techniques comme les assurances qui permettent ici eh bien, d'être amplement protégé pour cette expérience. Donc on voit qu'il faut accepter certains biais, accepter eh bien, d'être dans un contexte moderne où on ne pourra pas se blesser. Une fois que ça a été fait, il a fallu entraîner toutes ces personnes. Et oui, parce que venir sur une expérience scientifique et dès le premier jour, tester quelque chose alors qu'on n'a pas la bonne posture de garde, qu'on ne sait pas suivre des ordres, marcher au pas, rester en formation, cela va amener un chaos qui va multiplier le nombre de biais. Pour éviter cela, il a fallu anticiper ce problème et il y a eu un énorme travail organisationnel puisque une fois que les hôpitaux ont été recrutés, ils ont été insérés au sein de files d'entraînement en fonction de leur position géographique, ils ont été mis en lien et entre eux, ils se sont entraînés en suivant des protocoles de combat mis en place eh bien, par l'expérience. Par exemple, moi-même, je suis dans l'organisation de cette expérience, dans le sein comité scientifique et technique, et du coup, avec notamment Kevin et Dikitoy et Rémi, on a dû mettre en place et faire un choix sur la position en phalange qu'on va adopter, puisqu'il n'y a même pas de consensus là-dessus. Donc il a fallu faire un travail de choix qui permettait de correspondre au plus près de la réalité historique, et ensuite proposer une méthode d'entraînement, des positions de combat qui correspondent eh bien, à ce qu'on va faire durant l'expérience. En l'occurrence, on leur a appris principalement, 1, à se mettre en garde, avoir une position stable de combat, qui leur permette à la fois de se protéger et d'être stable sur leurs appuis, et de pouvoir porter des coups. Et 2, on leur a appris à évoluer au sein d'une formation, d'abord en suivant un chef de file, puisque les hoplites seront rangés sur des files de 8 hoplites de profondeur, et on leur a appris à fonctionner au sein d'une formation qu'on appelle l'énomotie, c'est-à-dire un bloc de 32 hoplites, 4 hommes de front, 8 hommes en profondeur. Et là, pour l'expérience, on a beaucoup de chance, puisqu'on a dans chaque camp qui vont s'affronter 6 énomoties face à 6 autres. Donc quasiment 200 contre 200. Tous ces moyens techniques et humains ayant été mobilisés, on a ensuite préparé tous les aspects techniques, de type logistique. La venue des hoplites, leur acheminement, leur nourriture. Je vous passe les détails, c'est un travail monumental et je ne vous parle même pas des accords avec les communes et des assurances. En cela, il faut énormément remercier toute l'équipe logistique qui s'occupe de l'expérience. Je peux vous en citer quelques-uns, Gwen, Arnaud, Geoffrey, qui ont énormément œuvré sur ce domaine-là, et James, évidemment. Alors, une fois que tout cela est dit, on passe eh bien, à la troisième phase, c'est-à-dire l'expérience en elle-même. Donc, cette expérience en elle-même, elle va avoir lieu le 15, 16 et 17 août. Si vous voulez savoir comment elle va se dérouler, je vous invite à aller voir la vidéo toute récente qu'a fait Quentin sur sa chaîne et qui justement parle eh bien, du déroulement de l'expérience. Mais pour vous résumer la chose, il va y avoir 2 formations qui vont venir s'impacter l'une contre l'autre et par un moyen qu'on a établi avec le comité scientifique, il va y avoir une déroute qui va se déclencher dans un des 2 camps sans que le camp ne soit au courant d'ailleurs au préalable de cette déroute. Et après cette déroute enclenchée, les hoplites vaincus doivent réussir à se sauver au bout du champ, tandis que les poursuivants doivent en massacrer un maximum. Et on va faire 16 itérations à différentes distances pour évaluer justement d'abord la distance fatidique et ensuite pour répéter ces itérations. Dans un protocole scientifique, il y a plusieurs éléments qui sont fondamentaux pour l'apport de la preuve. D'abord,
la reproductibilité de l'expérience. Il faut qu'on mette en main, pour quelqu'un qui voudrait refaire l'expérience, tous les éléments qui ont permis de produire cette expérience. Après, s'ils ne peuvent pas en mobiliser moyens techniques et humains, ça c'est leur problème. Mais techniquement, ils ont tout le protocole qui est clair et bien établi et accessible. Ensuite, il faut qu'il y ait une répétition de l'expérience. Il ne s'agit pas de faire un assaut, de voir ce qui s'est passé et d'en tirer des conclusions. Et il faut répéter pour avoir des données statistiques, pour établir quand même, à un moment donné, des récurrences et observer certaines choses qui peuvent arriver, qu'on n'avait pas prévues et qui vont peut-être, elles aussi, se répéter. C'est une phase très importante d'ailleurs des expérimentations, c'est la part un petit peu du hasard, c'est la sérendipité, je crois que je le prononce bien. Donc vous savez, hein, cette fameuse histoire où pour la production du Viagra qui pouvait travailler sur le cœur, on s'est rendu compte que ça avait d'autres effets intéressants. Et bien là, c'est la même chose. En faisant l'expérience, on va se rendre compte peut-être qu'il y a certains éléments extrêmement intéressants à prendre en compte. Et pour ça, il faut répéter l'expérience, la répéter et aussi varier les positions de chaque hoplite pour pas que les hoplites aient des habitudes. Et c'est pourquoi, au sein des formations, les hoplites vont subir des sortes de mash-up, ce qui fait qu'ils ne seront jamais au même endroit durant les affrontements. Donc, c'est une manière de randomiser l'expérience. Donc là, la phase de réalisation d'expérience, vous la verrez en vidéo, dans une prochaine vidéo, à la fois sur ma propre chaîne, mais aussi et surtout sur la chaîne, sur le champ, hein, sur la chaîne de Quentin, puisque c'est là que l'essentiel va se passer, puisqu'il mobilise une énorme équipe pour filmer l'expérience. Et ça, c'est important parce que ça vient dans la 4e phase, la phase d'analyse. Après avoir fait l'expérience, les historiens doivent travailler et faire un retour sur l'expérience. Et d'abord, ils doivent passer par une phase d'analyse. Cette phase d'analyse, elle peut être plus ou moins longue et elle peut mieux se réaliser d'abord si le scientifique a lui-même participé ou observé l'expérience. C'est ce qu'on appelle l'observation participante. L'expérimentateur est acteur de l'expérience et donc il a lui-même son propre vécu, sa propre mémoire des événements sur laquelle il peut déjà travailler. Mais ensuite, il peut être intéressant de faire des entretiens. Donc ça, par exemple, je vais m'en occuper. Faire des entretiens avec d'autres participants pour avoir leur ressenti. Et ensuite, surtout, eh bien, il est encore mieux d'avoir ce qu'on appelle un dossier ethnographique. Les anthropologues travaillent avec des dossiers ethnographiques, c'est-à-dire des prises de notes, des photographies, des films qui sont réalisés sur leur sujet d'étude. Et plus le dossier est important, plus cela va permettre à celui qui fait un retour d'analyse d'avoir toutes les clés en main pour faire une analyse complète et exhaustive. C'est un autre intérêt, c'est que si quelqu'un veut comprendre le processus de réflexion de cette analyse, il peut tout simplement accéder aux vidéos et aux entretiens si ceux-là sont mis en accès libre. En l'occurrence, je crois que ce sera le cas. En tout cas, personnellement, je le souhaite. C'est ce que je faisais notamment sur mon mémoire et sur mon ancienne chaîne, Vincent Torres-Hugon, sur laquelle je mettais justement les expériences filmées. Donc tout ce processus-là d'analyse va prendre quand même un certain temps. En plus, on va être plusieurs à travailler sur le sujet. D'abord et essentiellement Rémi, puisque c'est lui qui travaille sur cette vidéo, mais il y aura d'autres personnes, peut-être d'autres historiens qui voudront travailler sur ce sujet. Par exemple, moi-même, je vais travailler là-dessus. Enfin, après avoir fait ce travail d'analyse, on tire des conclusions. C'est la 5e phase. On tire des conclusions sur l'expérience par rapport à la problématique qu'on s'est posée. Et bien souvent, cette expérience nous permet d'avoir un nouveau regard sur les sources et les travaux qu'on a déjà produits. Et ainsi de repartir dans ce processus de recherche qui peut potentiellement réaboutir à de nouvelles questions, elles-mêmes potentiellement demandant de nouvelles expériences. C'est un cercle vertueux qui permet progressivement de faire avancer la recherche. Alors au passage, cette expérience hoplitique sera aussi l'occasion de mobiliser 400 personnes en armes et ça permettra aux reconstituteurs, donc à Dikitoy, de faire des expériences et nous-mêmes sur Somatophylak de faire d'autres expériences dont je parlerai dans cette vidéo. C'est un petit peu le petit bonus autour de l'expérience hoplitique si nous avons le temps. Donc voilà, vous aurez tous ces retours dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, à la fois sur la partie qu'est-ce qu'est l'expérience dans le milieu des sciences humaines et sociales, donc l'expérience gestuelle, l'archéologie expérimentale, et aussi que ça vous a un petit peu teasé sur cette histoire d'expérience hoplitique sur lesquelles vous aurez un retour
très prochainement. En attendant, portez-vous bien.